L'avion frappe la montagne, l'aile s'arrache et une carlingue remplie de jeunes rugbymen glisse dans la neige comme un projectile. Restez jusqu'au bout, vous allez découvrir comment 2 survivants vont traverser les Andes à pied pour révéler un miracle que le monde croyait impossible. À l'intérieur, les sièges se décrochent, les corps sont projetés vers l'avant et le fuselage devient un tunnel de métal hurlant. En quelques secondes, le vol 571 n'est plus un avion. C'est une carcasse perdue à près de 3600 mètres d'altitude. Puis le silence tombe. Autour d'eux, il n'y a ni route, ni village, ni fumée d'usine. Seulement un désert blanc, immense, et des sommets qui les enferment. Le 12 octobre 1972, l'équipe de rugby amateur Old Christians Club quitte Montevideo pour jouer un match au Chili. À bord, joueurs, amis, proches, 45 personnes au total. L'appareil est un Fairchild FH-227 de la force aérienne uruguayenne immatriculé T-571. Le vol doit franchir les Andes, une muraille où la météo peut transformer une erreur en condamnation. Le mauvais temps oblige l'équipage à faire étape à Mendoza, en Argentine. Le lendemain, vendredi 13 octobre, le commandant Julio César Ferradas et son copilote Dante Lagurara repartent vers Santiago. Pour passer la cordillère, l'avion emprunte une route aérienne qui demande une navigation précise. Mais au-dessus des nuages, entre turbulences et sommets cachés, la position réelle devient incertaine. Lagurara annonce prématurément qu'ils ont franchi Curico et demande l'autorisation de descendre. En réalité, l'avion est encore au-dessus des Andes. Soudain, les passagers voient une paroi blanche apparaître dans les hublots. Le pilote tente de cabrer, mais la montagne est déjà là. L'impact tue immédiatement plusieurs personnes, dont le commandant Ferradas. D'autres survivent avec des fractures, des plaies profondes ou coincés sous les sièges. Parmi les survivants, Roberto Canessa, étudiant en médecine, et Gustavo Zerbino tentent de trier les blessés. À 19 ans, Canessa devient l'un des seuls remparts contre la panique. La première nuit est glaciale. Sans vêtements de montagne, les survivants se serrent dans le fuselage éventré pour empêcher leur corps de s'éteindre. Ils récupèrent ce qu'ils peuvent, chocolat, vin, confiture, quelques biscuits. Pour 27 survivants, ces réserves ne sont presque rien. Au-dessus d'eux, des avions de recherche passent, parfois assez près pour être entendus. Les survivants agitent des vêtements, crient, mais la carlingue blanche se confond avec la neige. Le 21 octobre, après 8 jours, les recherches officielles sont suspendues. Les familles ne le savent pas encore, mais dans la montagne, certains de leurs fils sont toujours vivants. Puis un petit poste radio récupéré dans l'avion capte la nouvelle. Les survivants entendent, eux-mêmes, que le monde a cessé de les chercher. La fin devient une torture lente. Après de longues discussions, les survivants prennent une décision extrême. Utiliser les corps de ceux qui sont morts pour que les autres puissent vivre. Ils sont catholiques, jeunes, et beaucoup connaissent les morts par leur prénom. Ce choix n'est pas un geste de sauvagerie, mais un pacte terrible avec la survie. Le 29 octobre, une avalanche frappe le fuselage pendant la nuit. La neige envahit l'intérieur et tue 8 personnes de plus, transformant l'abri en tombe. Nando Parrado survit après avoir perdu sa mère dans le crash, puis sa sœur Suzy quelques jours plus tard. Peu à peu, une idée s'impose. Attendre, c'est mourir. Les survivants transforment des morceaux de l'avion en outils. Ils fabriquent des lunettes contre la réverbération, des sacs de couchage improvisés et préparent une marche que personne ne devrait tenter. Le 12 décembre, Parrado, Canessa et Antonio Vizintin quittent l'épave. Ils croient devoir franchir une dernière crête. Devant eux, il y a en réalité une chaîne interminable. Après plusieurs jours, Vizintin retourne vers l'avion pour économiser les vivres. Parrado et Canessa continuent seuls, épuisés, brûlés par le soleil le jour, gelés la nuit. Le 20 décembre, près de Los Maitenes, au Chili, ils aperçoivent un homme de l'autre côté d'une rivière, le berger Sergio Catalan. Le lendemain, ils lui lancent un message écrit sur du papier. Le message commence par « Vengo d'un avion que cayó en las montañas ». Catalan part prévenir les autorités, et la nouvelle remonte enfin jusqu'au monde extérieur. Le 22 décembre 1972, des hélicoptères atteignent l'épave. Après 72 jours dans les Andes, 16 survivants sont retrouvés vivants. Le monde découvre alors l'histoire entière.
le crash, le froid, la faim, la décision impensable et la marche de Parado et Canessa. Ce qu'on appellera le miracle des Andes n'est pas seulement une survie. C'est la preuve que parfois, l'espoir avance encore quand tout le reste s'est arrêté.